Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois à ce nouvel épisode de CX au quotidien. On reçoit encore une fois Bérangère Roux. Bonjour Bérangère. Bonjour Julie, bonjour à tous. Alors, Ravie d'être à nouveau avec vous. oui, mais nous de même. Bérangère, est-ce que tu peux te présenter? Parce que c'est la deuxième fois qu'on se voit, que tu participes. C'est ta deuxième saison, mais il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore regardé l'épisode précédent. Alors, je te demanderai de te présenter pour notre auditoire. Oui, bonjour. Avec plaisir Julie. Alors, je suis donc Bérangère Roux, française. Installée à Dubaï depuis quelques années et je suis experte dans tout ce qui est transformation digitale. Alors, je pense qu'après, Julie, on va revenir sur qu'est-ce que la transformation digitale, mais de manière très, très synthétique, j'accompagne les entreprises dans la définition des process qui peuvent être supportés par la technologie. Et pour le dire de manière très, très simple, en fait, si vous avez beaucoup de travail manuel dans vos entreprises, si vous avez beaucoup de fichiers Excel, c'est là où la transformation digitale peut vous aider. Parfait. Alors aujourd'hui, on va parler, oui, de transformation digitale, mais spécifiquement de savoir s'il est mieux d'internaliser la transformation digitale de notre entreprise ou de l'externaliser. Et comme tu disais tout à l'heure, on va commencer par définir ce que c'est avec quelques exemples concrets. Oui, alors effectivement, je pense que c'est bien de revenir rapidement sur la définition de la transformation digitale parce qu'il peut y avoir l'amalgame entre le marketing digital, la digitalisation et la transformation digitale. Et on en avait parlé lors du premier podcast, mais Mhm. très rapidement, la transformation digitale, c'est aller plus loin que simplement mettre en place une solution digitale. C'est avant toute chose réfléchir aux objectifs, réfléchir à ce qu'on souhaite atteindre et définir les process qui vont permettre de bien utiliser cette solution. En fait, dans la transformation digitale, on pense pas solution, on pense process, on pense optimisation, on pense valeur ajoutée et uniquement à la fin du process de réflexion, uniquement quand on a défini la stratégie, on va se dire, OK, là, maintenant, c'est le moment de parler solution et non pas l'inverse. Donc, Mhm. quand mes clients, les projets sur lesquels je travaille, en fait, sont très peu concernés par le choix de la solution. C'est vraiment, on discute, on définit des séances de travail pendant lesquelles on va dire, OK, voilà comment on peut simplifier ou optimiser les choses dans notre entreprise. Et après, c'est mon job, je dirais, de dire, bah voilà, c'est telle solution qu'on va mettre en place. À l'inverse de la digitalisation, on va dire, OK, on met en place un CRM, ou à l'inverse du digital marketing, où on va dire, à ce moment-là, voilà comment on peut amener du trafic sur notre site et voilà derrière comment on peut le convertir en clients qui potentiellement peuvent être gérés dans le CRM. OK, Donc, parfait. c'est aller plus loin. D'accord. Et ça demande une certaine stratégie aussi, d'après ce que je comprends, la transformation digitale. Exactement. On commence par ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des mois de définition de la stratégie, mais alors, on se pose vraiment les questions de où est-ce que ça fait mal? Où est-ce qu'on a beaucoup de travail manuel? On identifie ces points clés et à partir de ces points douloureux, on va dire voilà, quels sont les remèdes qu'on peut mettre en place et quel genre de pansement ou quel genre de traitement on va pouvoir utiliser. Alors, on disait quelques exemples concrets. Donc, ça peut être quel est le process de gestion des leads, quel est le process qui est autour du cycle de vie des clients. Mhm. Et dans ces deux cas, ces deux scénarios, on va dire, OK, qu'est-ce qu'on prend comme CRM? Et à l'intérieur du CRM, qu'est-ce qu'on implante comme fonctionnalité? Je prends l'exemple du CRM parce que c'est celui qui est en général le plus critique pour les entreprises parce qu'il a un impact direct sur les revenus, Mhm. sur les ventes. Et donc, c'est en général les entreprises qui n'ont pas une maturité encore bien avancée. C'est en général par là que les entreprises vont commencer. OK, d'accord, parfait. À part le CRM, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme outil, en fait, pour qu'on élargisse un peu le champ? Alors,
Le pendant du CRM pour tout ce qui est gestion de base produit, c'est ce qu'on appelle un logiciel de PIM qui permet de gérer tout ce qui est référence client, tout ce qui est référence produit, donc tout ce qui est champ relatif à la description d'un produit, par exemple, pour des entreprises qui sont dans le e-commerce. Ça peut être la mise en place d'un outil de gestion des contrats pour une entreprise qui gère beaucoup de contrats, comme par exemple des avocats ou tout ce qui nécessite en fait une gestion récurrente. Ça peut être un outil de ticketing pour les entreprises qui ont beaucoup de demandes entrantes, par exemple les centres d'appel. Et voilà, ils vont pas simplement se dire est-ce qu'on met en place Zendesk ou est-ce qu'on met en place Jira. Ils vont dire ok, on se rend compte que on a beaucoup de demandes entrantes et que le suivi avec nos clients est compliqué. On perd parfois un petit peu le fil des demandes, surtout dans le cas où une même demande peut être partagée par plusieurs membres d'une équipe. À ce moment-là, ok, qu'est-ce qu'on définit comme process pour optimiser ça, gagner du temps et avoir un meilleur suivi? Et uniquement derrière, on va dire, OK, on met en place un outil de ce qu'on appelle ticketing. OK. Bah Donc alors, voilà les exemples, je messieurs et dirais, qui sont les mesdames, plus communs. justement, messieurs et mesdames, c'est clair, il s'agit pas juste de CRM. Donc, vous avez d'autres exemples ici. Alors, qu'est-ce que ça implique de mettre en place un tel projet dans une organisation? Alors, ça implique, je dirais, un point clé, un élément clé pour moi qui est justement l'implication des équipes. OK. J'ai vu trop de projets de transformation digitale, qu'ils soient grands ou petits, où simplement la direction était impliquée, ou simplement un service était impliqué. Et du coup, les utilisateurs finaux qui peuvent être partie prenante dans différents projets ou qui peuvent faire partie de plusieurs équipes, en fait, se retrouvent avec soit des process, soit, encore une fois, à la fin du cycle, se retrouvent avec un outil qui correspond pas du tout à leurs besoins. OK. Donc, il faut commencer par impliquer les bonnes équipes. Donc, identifier quelles sont les équipes qui sont concernées et les faire participer de manière active au projet. Ça, c'est vraiment, vraiment la porte d'entrée et un facteur clé de succès. Vraiment, j'insiste sur ce point. Après, il faut être, je dirais, conscient des douleurs que l'entreprise peut avoir et être prêt à se challenger, être prêt à changer. Et la première étape, c'est de se dire, OK, j'accepte d'avoir mal ici et là, j'accepte d'avoir mal à certains endroits et de se dire, OK, je me remets en question. Ça, c'est d'un point de vue mentalité. Les entreprises qui réussissent le mieux leur transformation digitale, c'est quand elles sont prêtes à se challenger elles-mêmes et à se remettre en question. OK, parfait. Donc, il y a vraiment une remise en question et une gestion du changement. D'après ce que je comprends. Exactement. La gestion du changement est absolument clé également dans la réussite du projet. Tout à fait, Julie. OK, parfait. Alors, si on veut monter un tel projet dans une entreprise, OK, Oui. comment on détermine si à l'interne on a les bonnes ressources pour le faire? Alors, il y a différentes choses qui sont à considérer dans ce cadre-là. Et je dirais que la première, c'est la disponibilité des équipes OK. Qu'est-ce que tu veux dire en par fonction de en fonction de l'importance du projet et du taux d'occupation des ressources. C'est important de regarder à quel moment elles peuvent être disponibles. Est-ce qu'elles peuvent dégager du temps parce qu'un projet de transformation digitale ne remplace pas la gestion du travail au quotidien. Donc, si vous avez des ressources qui sont déjà fortement occupées dans la gestion du quotidien, est-ce qu'elles vont être en mesure réellement de dégager du temps? OK. Est-ce que vous allez pouvoir, dans le cadre de votre organisation actuelle, dédier quelqu'un à un projet si ça le nécessite? Mmh. Parce que même quand on intervient en tant que prestataire externe, il peut y avoir la nécessité en fait d'avoir un point d'entrée unique chez le client et quelle peut être cette ressource. Donc la disponibilité est la première chose à considérer. Et après, c'est une question d'expertise en fait. Est-ce que les personnes qui vont travailler sur ce projet ont l'expertise et au-delà de l'expertise, est-ce qu'ils ont l'expérience nécessaire? Et ça ne veut pas dire faire technique à proprement parler, ça veut dire est-ce qu'ils ont la connaissance métier? Moi, quand j'interviens en tant que consultante, l'expertise technique, c'est moi qui l'apporte. Mais
avec des bonnes pratiques, avec des années d'expérience, mais la connaissance en fait métier, la connaissance du terrain, la connaissance client, elle doit venir du client lui-même. C'est lui qui travaille dans l'entreprise au quotidien, c'est lui qui discute avec ses clients au quotidien, c'est lui qui connaît justement ses points de douleur. Et donc, il faut s'assurer que la personne qui va être le point d'entrée côté client aura bien cette connaissance métier. Donc, il y a vraiment une question de, voilà, compétences, expérience interne, métier, combinée avec la disponibilité. Et si ces deux facteurs-là ne sont pas remplis, alors c'est peut-être là où commence à se poser de la question de l'externalisation. Et ce serait quoi les compétences recherchées à l'interne? Ce serait quel type de compétences? Les compétences sont nécessaires, ce sont lesquelles? Alors, ça dépend du projet, Julie, évidemment. Ça dépend si c'est un projet, reparlons du CRM, ça dépend si c'est un projet qui concerne uniquement les ventes, parce qu'on est vraiment sur, OK, on souhaite optimiser la gestion des leads. Mhm. À ce moment-là, on va pas avoir besoin de faire appel aux mêmes compétences que si on se dit, notre projet CRM, il va de la gestion des leads jusqu'à la gestion de la facturation. OK. Parce qu'un lead va devenir un client, qui va devenir une opportunité, qui va devenir un projet, qui va devenir un devis et qui potentiellement, enfin, en bout de chaîne, qui va devenir une facture. OK. Et c'est là où on va voir, en fait, quelles sont les ressources qui ont besoin d'être impliquées et qui potentiellement peuvent faire appel à différentes ressources. Dans certaines entreprises, les plus petites entreprises, les commerciaux peuvent potentiellement aller de la gestion du lead jusqu'à la facturation. Mhm. Et à ce moment-là, c'est une seule personne qui va être le point d'entrée. Dans les plus grosses structures, on va faire appel au service commercial et après potentiellement au service comptabilité. Donc, comme tu peux voir, les ressources nécessaires dépendent vraiment du projet. C'est difficile de donner une réponse plus claire que ça parce que ça dépend en fait du périmètre du projet. D'accord. OK. Une chose est sûre, c'est que quel que soit le type de ressources, il faut des ressources qui soient engagées et encore une fois, des personnes qui soient prêtes à se mobiliser et qui soient prêtes à se remettre en question. OK. Disons donc, prenons par exemple l'exemple que tu viens de donner là, je digresser un peu, de ce projet de CRM. OK? Oui. On sait qu'on a besoin d'une personne du côté commercial, on a besoin d'une personne du côté de la comptabilité, par exemple. OK? Une fois qu'on a mis ces têtes ensemble, c'est quoi qu'elles doivent se poser comme question en premier? C'est quoi comme question qu'on va poser en premier? Elles vont se poser en premier. C'est quoi qu'elles doivent rechercher en premier? C'est quoi les premières étapes qu'elles doivent mettre en place? Alors, il faut déjà identifier l'équipe. OK. Ça, c'est sûr, c'est un point clé. C'est ce dont on vient de discuter, en fait, hein. Et après, quelles sont les étapes? Bah, c'est finalement, assez, je dirais, classique de la gestion d'un projet. Alors, ça doit même être défini en avant, je dirais, quels sont les objectifs, en fait. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre et OK. se fixer des KPI. Heu OK. Qu'il soit quantitatif ou qualitatif, en fait. Mhm. Où est-ce qu'on veut aller? Jusqu'où, on est prêt à aller et quelles sont les étapes? En fonction, encore une fois, tout ça est vraiment, combiné, en fait. En fonction du projet, des objectifs qu'on va définir, en fonction des ressources qu'on aura à notre disposition. Est-ce que c'est un projet qu'on va mener en une seule étape, en Mhm. disant: «OK, CRM, on focalise sur la gestion des leads parce que on sait que c'est là la priorité, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de grandir, par exemple, notre volume d'affaires. OK. OK? Donc, est-ce que ça va être notre bloc 1? On va le faire, par exemple, sur 3 mois. Mhm. On voit les résultats qu'on obtient et après, on va intégrer, par exemple, la partie facturation parce que celle-là, on se rend compte que, bon an, mal an, on arrive quand même à gérer et que c'est pas là où c'est le plus critique. OK. Ou alors, on se dit: «Là, vraiment, on perd trop de temps sur tout le cycle de vente». À ce Mhm. moment-là, on considère tout parce que l'un a forcément un impact sur l'autre. L'autre. Ouais. Les champs, pour parler de manière très opérationnelle, et peut-être que ça parlera à nos auditeurs, quand la facturation est générée une fois par mois, comment on gère les relances clients, par exemple? Mhm. Est-ce que c'est le service comptabilité qui gère les relances clients sur un paiement, par exemple, qui est en retard? Ou est-ce que ça repart au service commercial? Parce que finalement, le contact client, c'est uniquement le commercial
Et le service comptabilité, le service facturation, lui reste en arrière et communique avec le service commercial. OK. Et pour gérer cette partie client, encore une fois, pour être très concret, Mmh. on va pouvoir mettre en place des choses dans le CRM. On va pouvoir mettre en place des automatisations dans le CRM. Mais est-ce qu'on les met entre le service facturation et le service client, ou est-ce que c'est le service facturation directement avec le client? Ah, OK, d'accord, je comprends. Donc, je dirais que c'est vraiment, pour parler de très grandes étapes, Mmh. définition des objectifs sur la base des points à optimiser, Mmh. définition de l'équipe projet Mmh. et après rédaction d'un cahier des charges, d'un document de spécification qui correspond à la totalité du projet, OK, qu'on peut découper en différentes étapes ou pas, selon les besoins et la capacité de l'entreprise à gérer le changement. d'accord. Alors, parlons maintenant du côté externalisation. OK? Bon, comment toi tu définirais l'externalisation et c'est quoi les compétences c'est les différents acteurs qui peuvent intervenir en termes d'externalisation quand on parle de transformation digitale? Alors, si l'entreprise souhaite avancer et qu'elle fait ce travail de qualification des ressources internes, et Mmh. soit pour des questions de disponibilité, soit d'expertise, elle se rend compte qu'elle ne pourra pas gérer le projet seule en interne. Ah, il y a 2 types, de partenaires avec lesquels elle peut travailler. Sont soit, des consultants freelance, OK. qui ont une compétence, spécifique, Mmh. soit après, des agences, des plus gros acteurs, qui vont pouvoir répondre à différents besoins. Donc là aussi, ça dépend, je dirais, du type de projet. Mmh. L'avantage, à passer par un consultant externe, c'est que lui va pouvoir vous faire bénéficier de son réseau et OK. faire appel à des expertises vraiment très pointues. Si une entreprise travaille avec une agence, par exemple, l'agence, elle a un set de compétences. Mmh. Elle travaille avec certains profils, qui sont ses équipes internes. Un consultant, lui, il est plus flexible dans les compétences auxquelles il va pouvoir faire appel. Si vous avez un besoin très spécifique, à ce moment-là, partie de son périmètre de travail, ça va être de dire: «OK, bah, dans mon réseau, ou si je n'ai pas dans mon réseau, je peux aller faire appel à un freelance, à un autre, partenaire avec lequel je vais travailler, que je vais coordonner moi en tant que consultant et en tant que chef de projet». Mmh. Donc on peut faire appel à des expertises qui sont plus spécifiques. Si vous travaillez avec des cabinets, de conseil, eux-mêmes ont leurs ressources internes qui sont très qualifiées, c'est pas la question, mais pour des besoins spécifiques, et les entreprises qui sont pas encore matures tout à fait sur le type de projet qu'elles souhaitent mettre en place, travailler avec un consultant externe qui aura son propre réseau, ses propre écosystème, c'est probablement plus adapté. Mais il y a, voilà, ces 2 options principales, on va dire. OK. OK, parfait, je comprends bien. Et c'est quoi les critères qu'on a à valider quand on doit choisir notre ressource externe? Ce serait quoi? Alors, les expertises, que ces prestataires peuvent, apporter, Mmh. évidemment. Donc il faut faire un travail de recherche. Avec mes clients, je recommande toujours, de consulter de toute manière plusieurs prestataires. OK. Une fois que le scope est bien défini, donc soit l'entreprise a la capacité de définir son périmètre, de manière complètement autonome et de rédiger au moins un document initial avec l'expression des besoins, et elle peut soumettre ça à différents prestataires. Mmh. Soit au moins sur cette partie-là, elle peut se faire accompagner, OK. récupérer ce document et se dire: «Voilà, à partir de maintenant, moi, je le gère en interne et je vais faire appel à des freelances ou à des cabinets conseils». OK. D'accord. Donc là aussi, ça peut se faire par différentes étapes, Mmh. mais je conseille, voilà, de soumettre ce document au moins à plusieurs prestataires pour comparer l'approche qu'ils proposent, tout simplement, leurs expertises, les cas clients qu'ils peuvent vous soumettre. Est-ce qu'ils ont déjà travaillé sur des projets similaires? Mmh. Et puis de toute manière après, il en vient aussi à l'approche budgétaire. Pour un même périmètre, il peut y avoir des écarts dans le budget. OK. Donc c'est aussi important, quelle que soit la taille de la structure, de se dire: «OK, sur un périmètre équivalent, quels sont les écarts de fourchette budgétaire, et quelles sont, en tant qu'entreprise, ma capacité à investir tel ou tel montant?»
Parce que derrière, évidemment, derrière le montant investi, on parle de retour sur investissement. Donc, si j'investis tant, et quel est mon retour sur investissement potentiel? Donc, c'est vraiment un mix de compétences, expertise, approche budgétaire. Et le dernier point, évidemment, c'est la capacité aux prestataires extérieurs, aux partenaires, à livrer le projet selon, selon des timelines. Est-ce que je suis prêt à investir plus d'argent parce que j'ai des échéances qui sont très courtes, ou est-ce que j'ai un levier de négociation et de dire, OK, en termes de budget, je suis un peu plus réduit. En revanche, c'est moins critique et donc je peux négocier le budget versus le temps et les échéances. OK. Parfait. Donc, c'est la combinaison de ces 4 facteurs, je dirais, qui va amener l'entreprise, en fait, à rentrer dans un format un peu d'entonnoir, et d'arriver, en fait, à la bonne sélection du bon partenaire. Ce que je fais aussi, moi, en général, avec mes clients, enfin, avec l'ensemble de mes clients, c'est de créer une grille d'évaluation. OK. Avec des critères très concrets, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs, mais ça permet de comparer, en fait, les différents prestataires potentiels avec des critères et une vue très objective. Donc, on définit la grille d'évaluation, les critères, et pour chaque prestataire qui est envisagé, qui est identifié, on vient remplir ces différents critères. Super, ouais. OK, parfait, c'est bon. C'est quoi Donc, c'est très opérationnel, mais au bout d'un moment, enfin, à un moment, il faut parler de choses très concrètes, en fait. c'est le plus important aussi à la fin de la journée. Exactement. On n'est pas uniquement dans la stratégie, dans la définition des concepts, on est dans l'implémentation d'une solution. Vraiment, d'une solution, on est dans l'implémentation de process optimisés, de process simplifiés. Donc, il faut pouvoir comparer de manière très tangible. Ouais, OK, parfait. Et pour une entreprise, ce serait quoi si vous nous donnez quelques avantages et inconvénients des 2 options pour qu'elle puisse jauger un peu? Alors, les avantages et les inconvénients peuvent, là, encore une fois, différer selon les problématiques initiales, peuvent différer selon les types d'entreprises. Une petite entreprise, elle va regarder les bénéfices côté optimisation des temps et limitation du nombre d'interlocuteurs. Une plus grosse entreprise, elle va regarder plutôt le niveau d'expertise. OK. Parce qu'elle aura des besoins probablement plus pointus que la petite entreprise ou l'entreprise qui démarre la transformation digitale. Et ça dépend vraiment du stade de maturité des entreprises, en fait, qui sont en face, qui souhaitent travailler sur la transformation digitale. Donc, les avantages et je dirais pas les avantages et les inconvénients, mais les avantages et les challenges que peuvent rencontrer les entreprises, donc les points positifs et les points négatifs, vont vraiment différer selon les problématiques rencontrées et suivant la taille et la maturité de l'entreprise. Moi, je travaille pas sur des projets qui sont prédéfinis d'avance. C'est vraiment du sur-mesure. Et c'est là où on parle de transformation digitale par rapport, encore une fois, à la digitalisation. C'est qu'on est sur du sur-mesure. On considère avant toute chose les besoins de l'entreprise. Ouais. Ouais, je pense que je veux dire, pour toute transformation digitale, ça devrait être ça. Ça peut pas être du standardisé, théoriquement, une transformation Non. digitale. Non, pour moi, ça peut pas être standardisé parce qu'on risque de passer à côté de certaines choses ou on risque de considérer certaines choses qui n'ont pas lieu d'être ou en tout cas qui ne sont pas critiques. Donc oui, effectivement, tu as raison, Julie. Ça peut pas être un package. Par exemple, dire pour en revenir au marketing digital, peut pas dire voilà, je considère que j'ai besoin de tant de posts par mois. Ou j'ai besoin de tel mot-clé pour ma stratégie SEO, par exemple. Non, on n'est vraiment pas sur une solution standardisée. Il faut comprendre quels sont les besoins de l'entreprise et encore une fois, là où elle souhaite aller. D'accord. J'espère que c'est suffisamment clair. À mon N'hésite sens, pas, oui. Julie, à approfondir si besoin. À mon sens, oui, honnêtement. Et en fait, c'est bien qu'on en parle parce que je pense que présentement, c'est le mot-clé partout. Toutes les entreprises parlent de transformation digitale, transformation digitale. Puis de l'autre côté, le client, il voit pas vraiment où il en est pour essayer de transformation digitale. Il n'en voit généralement pas les effets parce que théoriquement, en bout de ligne, ça devrait se refléter dans la relation avec la clientèle, je présume. Ok. Et donc ça se demandait si en fait ils font bien les choses. Et quand je regarde les étapes que tu me donnes, il faut d'abord partir d'une stratégie, d'un objectif, une stratégie
des unités de mesure, donc des KPI, pour pouvoir justement savoir comment le faire. Puis c'est assez dommage Exactement. si, la plupart des entreprises en fait savent le faire correctement ou se font accompagner correctement en fait pour faire la transformation digitale. Est-ce que c'est ton tu le vois aussi sur terrain? Pardon? Est-ce que tu vois ça sur terrain, cet engouement pour la transformation digitale qui, dans les faits, n'est pas réellement une transformation digitale que les entreprises font? Alors oui, pour moi, c'est le même écueil que, certaines entreprises à un moindre niveau font avec, un site web tout simplement. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui disent: «Oh là là, il faut que je refonde ou que je développe mon site web», sans se poser la question de: «À quoi va me servir mon site web? Quel est mon objectif? Est-ce que je veux faire de la génération de contacts entrants? Mmh. Est-ce que je veux faire des ventes? Est-ce que je veux faire, du contact client? C'est-à-dire que je veux des gens qui remplissent mon questionnaire, mon formulaire de contact? Mmh. Est-ce que je veux des visites dans mon magasin? À partir de là, je vais dire: «OK, telle fonctionnalité ou même tel design, telle expérience client, je vais vouloir créer sur mon site internet», et les gens se disent: «OK, je vais faire un site web». Et ben, c'est exactement le même écueil. J'entends que, alors je caricature un petit peu, mais j'entends que l'entreprise concurrente a mis en place un CRM. Ouais. OK, je vais mettre en place un CRM. Ou, j'ai un partenaire qui m'a dit: «Tiens, j'ai mis en place Zoho comme CRM, c'est super. Donc je vais mettre en place Zoho comme CRM». Mmh. OK, peut-être que ça marche pour pour le fournisseur, peut-être que ça marche pour mon concurrent, mais ça ne veut pas dire que moi je travaille de la même manière, que mes équipes travaillent de la même manière, donc que la même solution va fonctionner pour moi. Ouais. Donc il faut vraiment prendre ce temps pour réfléchir et se dire: «OK, encore une fois, si je veux que ce projet réussisse, je peux pas me lancer comme ça, au hasard. Je dois considérer en fait, la meilleure solution pour moi». Et c'est exactement la même chose, si encore une fois on parle de marketing digital. Est-ce que par rapport à mon audience, est-ce que par rapport à mes produits, je dois communiquer sur Facebook? Je dois Mmh. communiquer sur TikTok? Et on entend dernièrement beaucoup, beaucoup parler de TikTok. Beaucoup d'entreprises se lancent sur TikTok. Est-ce que c'est adapté à ma cible? Ouais. Pas sûr. La question pour le CRM ou pour d'autres outils, d'autres aspects de la transformation digitale, la question reste la même. Même. Ne Mmh. ne ne pas se lancer au hasard, en fait. Si on doit, synthétiser en deux, trois mots, c'est vraiment ne pas se lancer au hasard. Sinon, les entreprises vont le payer derrière. Elles vont payer des coûts de licence pour des solutions qui seront peu ou pas du tout ou mal utilisées. Mmh. Et elles vont au départ payer des coûts d'implémentation pour des solutions qui seront pas, encore une fois, conformes à 100% aux besoins des salariés, aux besoins des utilisateurs finaux. Et ça peut même devenir un irritant aussi à l'interne, parce que ça peut créer de la lourdeur plutôt Exactement. que de La facilité. frustration. Ouais, exactement. Alors De la frustration parce qu'on va former des utilisateurs à des fonctionnalités dont ils n'ont peut-être pas besoin. mmh Et du coup, dans leur quotidien, au lieu de voir leur temps sur du travail, manuel réduit, ils vont soit y passer plus de temps, soit au mieux, ils économiseront pas de temps. mh. Donc, on les aura formés sur quelque chose qu'ils auront espéré correspondre à leurs besoins. Au final, ça correspondra pas. Donc, en plus, il y aura de la frustration. Ouais. Donc, il vaut mieux prendre les devants, enfin, tout simplement. Ouais, bien sûr, évidemment. Au nombre de fois où on le dit, en fait, il faut il faut se préparer avant de se lancer, en fait. OK. Exactement. Mais cette préparation, en fait, qui peut sembler comme du temps additionnel ou du temps demandé, il sera gagné derrière. Exactement. Le retour sur investissement, il est aussi sur le temps. Il n'est pas uniquement pécuniaire, il n'est pas uniquement financier, il est aussi sur le temps. Mais c'est vrai qu'il faut l'investir en amont. Et encore une fois, en fonction des projets, en fonction des périmètres et en fonction des objectifs, ce temps-là, il peut être de quelques jours à plusieurs semaines, à plusieurs mois. Mais au départ, il peut être simplement de 2, 3 jours. Moi, je fais des projets où le temps demandé, il est de 2, 3 jours. Et après, en fonction de la disponibilité, le projet peut s'étaler sur une semaine, comme il peut s'étaler sur 2 mois. Là-dessus, on peut être tout à fait flexible. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a un temps minimum au départ qui est à investir, qui est à planifier pour que derrière le projet se déroule bien et qu'il y ait un vrai impact, qu'il y ait un vrai changement positif sur la façon dont l'activité est gérée en entreprise. Je posais une autre question qui n'était pas prévue, mais j'y pense.
Comment après on gère l'introduction de ces transformations digitales-là auprès des équipes? C'est parce que oui, c'est une chose de s'asseoir ensemble, de se dire qu'on veut changer des affaires, de commencer le processus. Mais après, comment est-ce qu'on le diffuse, en fait, à l'interne? Ça aussi, ça peut être un irritant. En fait, j'en ai vu des irritants à ce niveau-là, auprès des équipes. Alors, je dirais que pour les projets importants, c'est bien de travailler avec des changements, Mm. soit des personnes qui sont capables de gérer le changement en interne Ouais. et qui sont des vrais spécialistes, de la gestion du changement. Pour les projets plus modérés, Mhm. ce qui fonctionne vraiment bien, c'est, la collaboration avec des pairs. Si vous avez, à l'intérieur de l'entreprise, des gens qui sont des évangélistes, des gens qui sont particulièrement moteurs sur le projet, ils peuvent aller diffuser le message auprès des équipes et Mhm. les convaincre en Ok. disant: «Mais regarde, moi, je suis convaincu, j'ai participé depuis la genèse du projet à, la définition justement du périmètre Mm. et je suis convaincu du bienfait de ce projet dans notre quotidien à tous». Ils vont «prêcher la bonne parole» entre Ok. guillemets. Je comprends. Les Donc ce sont des ambassadeurs. ressources internes sur lesquelles s'appuyer. Ok. Ça, je l'ai vu fonctionner quand il y a vraiment des personnes moteurs, j'ai vu fonctionner et c'est vraiment efficace. À l'inverse, il y a des sociétés où le fait d'intervenir en tant que prestataire externe, on a une voix Ouais. qui est, considérée de manière différente. Mhm. Il n'y a pas du tout de notion de hiérarchie. Ouais. Il n'y a pas de notion de, cette personne-là vient un petit peu sur mon périmètre à moi. Mm. Ma mission, c'est ça et j'ai l'impression que la personne vient un petit peu interférer avec ce sur quoi je travaille et du coup, nous, en tant que prestataire externe, on n'a pas du tout ce rôle-là Ouais. et le message qu'on peut porter sera interprété de manière beaucoup plus positive. Mm. Ouais, totalement. Je suis tout à fait d'accord. Donc ça dépend de la mentalité, ça dépend vraiment de la politique et de l'esprit de l'entreprise. Parfois, une voix interne peut être mieux considérée et parfois le fait d'être externe, sera la manière d'intervenir, la meilleure manière d'intervenir. Et Mais après, il faut en fonction ouais. définir, aller en général par étapes et quel que soit le modèle choisi, rassurer, rassurer et rassurer. Pour s'assurer d'inclure dans notre plan, une gestion du changement. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que je dis que dès le départ, il faut impliquer de toute manière les équipes internes. Mmh. Ouais, totalement. Écoute, on pourra en On ne peut parler pas plus arriver tard, hein. juste en disant: «Voilà, à Voici le partir de nouveau maintenant, voilà changement, comment vous voici ce allez qui arrive. travailler». Voilà, exactement. Ça arrive tellement souvent. Malheureusement, oui, ça arrive encore et ça crée des angoisses. En fait, ça peut créer des angoisses. Alors si les personnes sont impliquées dès le départ et qu'il y a une communication régulière pour des projets qui durent un petit peu, une Mmh. communication régulière sur l'avancement. Mmh. Voilà, les objectifs de départ sont ceux-là, voilà comment on avance, voilà ce qu'il nous reste à faire. Tout simplement rassurer Mmh. et là, ça permet déjà de Mmh. diminuer le niveau de pression Ouais. et lors du déploiement, du coup de faciliter l'adoption, de faciliter même derrière l'adoption, l'adaptation des gens, l'adaptation des ressources. Parfait. On est tous des humains, on est tous des humains à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Comme on aimerait, ouais, en fait, j'ai rien à rajouter. Puis je pourrais en parler. En fait, on pourra en parler pendant des heures, pendant des heures et des heures. Mais bon, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Des personnes qui voudraient, parmi les auditeurs, s'il y a des gens qui voudraient continuer la discussion avec toi, parler de ce qui se passe en entreprise ou avoir ton expertise, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Alors ils peuvent me rejoindre, par ton intermédiaire, je dirais si vous êtes connectés, je pense que, toi et moi, on est suffisamment proches, on Oui. collabore ensemble de manière régulière, donc ils peuvent passer par ton intermédiaire. Sinon, ils peuvent me retrouver sur, LinkedIn, Bérangère Roux, et ma société, c'est Sparkle Digital, donc disponible sur LinkedIn et après, ravie de connecter, de manière individuelle comme ça a été fait par le passé, Mmh. Julie, avec d'autres personnes qui suivent ton podcast, Mmh. est toujours disponible pour avoir un échange de toute manière. Donc, j'espère avoir été suffisamment claire, pas trop technique, et malgré tout avoir apporté certaines réponses aux questions que tes auditeurs peuvent se poser.
Je pense Et que encore une fois, voilà, n'hésite pas Julie à revenir vers moi pour n'importe quelle question, ou suivi qui puisse être nécessaire suite à la publication de ce podcast. avec grand plaisir. Alors, on mettra aussi le site internet de l'entreprise de Bérangère Roux dans la description du podcast. Merci Bérangère d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour l'opportunité encore une fois, Julie, ravie d'avoir participé à ce nouveau podcast, à ce nouvel épisode. Alors, à toutes et à tous, je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.